immenses montagnes de l'Himalaya ne pardonnent jamais. À la frontière entre la terre et le ciel, cette chaîne de montagnes s'étend comme un mur sans fin, avec des sommets dépassant les 8000 mètres de hauteur, formant la barrière naturelle la plus haute et la plus jeune de la planète. L'air, raréfié et vif, oblige ces créatures à respirer lentement, comme si chaque respiration devait être rationnée pour survivre. Le climat est constamment rude. Le froid pénètre jusqu'aux os, le vent coupe la peau, et la neige ne tombe pas en flocons mous. Elle descend comme une masse solide portée par le vent et s'accumule sur les pentes. Le soleil ne se contente pas de réchauffer. Il rebondit, brut, sur les arêtes vives de la roche grise. Et pourtant, à ces hauteurs impossibles, la vie trouve son chemin. Sur des corniches impossibles, le bouquetin grimpe avec une assurance ancestrale, comme si le rocher reconnaissait son passage. Le renard tibétain, quant à lui, glisse à travers la neige et les rochers avec une discrétion absolue. Son visage large et plat semble sculpté par le vent et le besoin de passer inaperçu. Depuis le fourré, le pandarou observe prudemment, son visage rond et ses petites oreilles évoquant un abri, de l'ombre et de l'isolement. Le faucon pèlerin domine le ciel avec une précision mortelle, déployant des ailes acérées comme des rasoirs qui déchirent l'air et ses proies. Son attaque est une machine de guerre, une tempête de griffes et de vitesse conçue pour abattre des proies encore plus grosses, déchirant leurs ailes pour s'assurer qu'elles ne puissent pas s'échapper. Et au-delà des forêts, le taquine doré avance avec la lenteur des anciens, couvert d'une épaisse fourrure qui brille comme du cuivre dans la lumière blanche du plateau. Ce sont des présences minimales dans un monde immense, des créatures façonnées par l'altitude, le silence et la pénurie, et leurs visages racontent toute l'histoire de l'adaptation. C'est à ces hauteurs où tout s'estompe, le son, la végétation et la chaleur. Il y a la vie cachée parmi les ombres et les falaises, une silhouette qui rôde avec la patience d'un fantôme. Il ne laisse aucune trace visible, il ne se laisse jamais voir deux fois. Il habite les pentes comme une ombre qui ne craint pas l'altitude. Là où la vie semble rare, le léopard des neiges chasse. Personne ne le voit venir. Il n'y a pas de bousculade à son approche. Il ne rugit pas, il ne court pas violemment. Sa chasse ressemble plutôt à un murmure parmi les rochers. Alors que d'autres espèces survivent malgré leur environnement, il s'adapte si parfaitement qu'il semble avoir été créé pour ces montagnes. Il se déplace avec une précision silencieuse, glissant le long d'étroites corniches, longeant des abîmes, sans rompre l'harmonie du paysage. Sa proie le détecte rarement avant le saut final. Il chasse à l'aube ou aux dernières heures du jour. Son mode de chasse est crépusculaire, discret et furtif. Il traque le baral, le bouquetin de Sibérie, l'argali et les petits mammifères comme les marmottes. Mais même sur ce terrain, le succès n'est pas constant. Chasser dans ces montagnes ne dépend pas seulement de la force ou de la discrétion, mais aussi de l'endurance. Trouver une proie nécessite de parcourir des kilomètres à travers falaises, pentes et vallées, espérant trouver une piste qui ne mène pas toujours à un animal vivant. La faim l'accompagne à chaque pas, serrant son corps de l'intérieur, même lorsque tout autour de lui reste immobile. En moyenne, un léopard des neiges a besoin de 3 à 5 kilos de viande par jour pour alimenter son métabolisme. Cette quantité peut impliquer la chasse d'une grosse proie toutes les 1 ou 2 semaines, suivie de journées entières sans nourriture. Parce qu'il n'y a pas d'abondance dans cet écosystème. Tout est rare, dispersé, insaisissable. C'est pourquoi chaque partie de votre corps a été sculptée pour optimiser l'énergie et la précision. Ses pattes larges et épaisses font office de raquettes naturelles, lui permettant de rester sur la neige profonde. Les coussinets plantaires sont recouverts d'une couche de fourrure épaisse qui les protège du contact direct avec la glace. Mais ce qui frappe le plus parmi tous ces attributs anatomiques, ce sont ses yeux. Contrairement aux autres grands félins, les yeux du léopard des neiges ont une ouverture légèrement plus ronde, avec des iris pâles et une orientation vers l'avant qui lui confère une vision binoculaire agrandie. Ce ne sont pas des yeux conçus pour être éblouis par le soleil, comme ceux d'un lion, mais plutôt pour interpréter les plus petites nuances de mouvement dans un environnement statique, uniforme et blanc.
On pense que cette forme et cet emplacement lui permettent de capturer plus efficacement des silhouettes en mouvement à de grandes distances, même dans des conditions d'éclairage diffus. Une adaptation à la neige, aux reflets et à l'horizon sans limite. Mais ce ne sont pas seulement ses yeux qui suscitent l'émerveillement. Chaque partie de son corps semble conçue pour résister à l'improbable. Sa longue queue, dense et flexible, est bien plus qu'un simple moyen d'équilibre en mouvement. C'est un outil thermique, un contrepoids sur la pente, un manteau qui l'enveloppe lorsqu'il repose sur la neige. Chez certains spécimens adultes, il peut dépasser 1 mètre de longueur et représente presque tout le corps. Il l'utilise comme contrepoids lors de ses sauts acrobatiques entre les rochers, mais aussi comme abri. Au repos, il se recroqueville souvent et se couvre le visage de sa queue, protégeant ainsi les zones les plus exposées du froid glacial, car tout en lui est conçu pour résister au froid extrême de l'Himalaya. Cette adaptation thermique ne s'arrête pas à la queue, elle enveloppe tout le corps. Sa fourrure hivernale, l'une des plus denses chez les félins, peut atteindre jusqu'à 5 cm d'épaisseur. Leur fourrure forme 2 couches, un sous-poil dense qui retient la chaleur comme une couverture invisible et un long pelage extérieur huileux qui repousse l'humidité, empêchant la neige fondante ou le vent glacial de pénétrer la peau. Ce manteau vous protège du froid intense et, en même temps, vous enveloppe d'un déguisement parfait. Sa couleur gris clair aux taches arrondies et diffuses lui permet de se fondre dans les ombres projetées par la neige et la roche. Il ne brille pas, il ne se démarque pas. Il se fond simplement dans son environnement. La température dans son habitat peut descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius, mais il reste actif même pendant les tempêtes de neige. Son corps n'est pas simplement adapté, il est synchronisé avec l'altitude. Mais la question la plus profonde n'est pas de savoir comment il survit, même si c'est important. La vraie question est de savoir pourquoi, de tous les endroits, il a choisi l'Himalaya pour y vivre de façon permanente. Contrairement à d'autres grands félins qui prospéraient dans les plaines chaudes ou les forêts denses, le léopard des neiges a migré vers des régions inhospitalières. Son origine évolutive remonte aux hautes terres du plateau tibétain il y a plus d'1 million d'années, lorsque certaines lignées se sont déplacées d'Asie centrale suite à l'expansion des zones froides pendant la période glaciaire. Alors que d'autres s'installèrent dans des régions plus tempérées, cette branche spécifique s'enfonça profondément dans les chaînes de montagne. Il ne l'a pas fait pour le confort, mais pour éviter la concurrence. Ici, pas de tigres, de lions ni de hyènes. Il y a de l'espace. Les proies sont petites mais abondantes à certaines saisons. Et surtout, il y a le silence. Cet isolement géographique a consolidé sa spécificité. Mais au fil du temps, il a perdu sa capacité à prospérer dans des environnements chauds. Leur fourrure, leur métabolisme et leur type de proie sont intégrés dans un réseau écologique qui n'existe qu'à des altitudes extrêmes. Ils se déplacent librement entre 3000 et 5500 mètres d'altitude, adaptés au manque d'oxygène qui règne à ces hauteurs. Il marche lentement, s'arrête et observe. Son cœur bat plus lentement que celui des autres grands félins et son sang transporte l'oxygène plus efficacement. Il ne descend pas. Il ne descend pas dans les vallées, il ne cherche pas d'autres territoires, car il n'en a pas besoin. Chaque pas qu'il fait entre les crevasses et les falaises n'est pas seulement territorial, c'est un geste de permanence. C'est ici qu'il s'est formé, c'est ici qu'il s'est perfectionné. Mais même dans son propre habitat, il évite d'être vu. Non pas par peur, mais par stratégie. C'est un animal profondément insaisissable. Son camouflage, sa lenteur et son comportement prudent le rendent presque invisible à l'œil humain. Même les bergers qui vivent dans les régions montagneuses le voient rarement plus d'une fois par an. Éviter les humains, mais aussi les chiens sauvages et autres espèces qui pourraient mettre en danger leur progéniture. C'est un prédateur patient, mais aussi méfiant. Cette combinaison de puissance et de prudence l'a rendu presque mythique dans ces contrées. Au bord de l'Himalaya, là où tout ralentit, le cycle de la vie se régule lui aussi lentement. La femelle léopard des neiges ne se reproduit pas fréquemment. Contrairement à d'autres félins dont la fertilité dépend de l'abondance saisonnière, elle doit considérer chaque gestation comme un pari à long terme. Les petits naissent au printemps, à la fin de l'hiver le plus rigoureux,
lorsque le dégel commence à révéler les vallées et que les premières proies deviennent accessibles. La femelle, qui a gesté silencieusement pendant 100 jours, choisit de profondes crevasses dans les rochers, des abris cachés entre la pierre et la neige, à l'abri du vent. Là, dans l'obscurité totale, naissent en train et 3 bébés, aveugles, sourds et recouverts d'une fourrure laineuse qui préfigure déjà l'isolement. Pendant les premières semaines, elle reste près de ses bébés. Elle les allaite, les nettoie et régule leur température avec son propre corps. Il n'y a aucune aide. Il n'y a pas de mâle protecteur. Comme chez la plupart des grands félins, y compris le tigre, son plus proche parent génétique, la femelle se reproduit seule. Mais contrairement au tigre, qui laisse souvent ses petits pendant des heures à la recherche de nourriture, le léopard reste à proximité. Il bouge peu, ne risquant que le strict minimum. Sa prudence, qui à l'âge adulte est une stratégie, devient un sacrifice à la maternité. Et pourtant, tous les félins ne se comportent pas de la même manière. Les lionnes se reproduisent en groupe. Les femelles jaguars, comme les tigres, s'éloignent sans se retourner. Les panthères peuvent abandonner une portée si le gibier se fait rare. Mais la femelle himalayenne passe plus de temps avec ses petits que la plupart de ses congénères. Elle reste avec ses petits pendant plus de 22 mois, les guidant sur les sentiers, leur apprenant à traquer et les escortant lentement à travers les ravins pour trouver de vraies proies. Tout ce qu'ils savent, ils l'apprennent à vos côtés. Sans signes, sans mots, juste l'observation silencieuse et la répétition. Ce dévouement prolongé n'est pas une coïncidence. Il est le résultat d'une pression évolutive de longue date qui a favorisé les mères persévérantes, capables de transmettre leurs compétences avec clarté et cohérence. Dans un environnement où les proies sont rares et difficiles à capturer, seuls les chiots qui apprennent avec patience et précision survivent. Chaque leçon est essentielle, de la lecture des ombres et du relief au perfectionnement de la technique de traque dans la neige et les rochers. Sans cet enseignement rigoureux, les chances de survie diminuent considérablement. Cette différence dans le lien maternel peut se refléter dans la structure même du visage du léopard des neiges. Contrairement à d'autres félins aux traits durs et menaçants, son visage transmet une douceur inattendue, comme si son expression laissait entrevoir le calme, voire la patience, en contraste avec ses habitudes de chasse. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Cette forme peut refléter une vie prolongée avec les jeunes. Lorsqu'ils commencent à se déplacer, leurs petits restent près des terrains rocailleux. Ils jouent prudemment. Ils explorent sans trop s'éloigner. La mère les laisse avancer, mais elle observe. L'entraînement est progressif. Ils apprennent à chasser, à lire le terrain, à calculer les distances. Mais ils comprennent aussi que se montrer est un échec. La survie commence bien avant le saut. Elle commence par l'art de ne pas être vue. À 1 an et demi, la plupart des mâles commencent à devenir indépendants. Certains restent un peu plus longtemps, jusqu'à ce que la femelle soit à nouveau en chaleur. La distanciation sociale devient donc obligatoire. Il n'y a pas de place pour 2 adultes sur le même terrain. L'Himalaya est vaste, mais la nourriture y est rare, et chaque animal doit parcourir des dizaines de kilomètres pour assurer sa subsistance. La progéniture du léopard des neiges n'est pas nombreuse. Ce n'est pas une fatalité. Chaque individu, s'il survit à son premier hiver, a de grandes chances d'atteindre l'âge adulte. Et quand cela arrive, le cycle recommence. Silencieux, solitaire, invisible. Mais tout dans l'Himalaya n'est pas que précipices et pics glacés, car il existe d'autres domaines. Des étendues sèches et dénudées où la neige cède la place à la pierre et aux prairies jaunes. Des zones sans arbres, sans ombre, sans cachette, où l'horizon semble s'étendre dans toutes les directions. Dans ce monde ouvert et solitaire vit un animal qui n'a pas besoin de disparaître, car il sait s'intégrer au paysage. C'est là qu'apparaît le renard tibétain. Il ne descend pas dans les vallées, ni ne grimpe au sommet. Il préfère les hautes terres, les plaines accidentées et les champs rocailleux où le vent souffle sans relâche. Cet environnement, qui pour d'autres est une prison, est pour lui un refuge. Il y a moins de concurrence, moins de prédateurs, plus d'espace pour chasser sans être chassé. Et surtout, il y a des proies petites, nombreuses et insaisissables. Des rongeurs qui exigent une chasse précise, silencieuse et très patiente. Une véritable spécialité pour ce spécimen. De toutes les espèces de son genre, le renard tibétain est une anomalie. Il est plus petit que ses cousins du nord et plus trapu que ses homologues du sud.
Il a un corps compact, des pattes courtes et un pelage dense qui le protège du froid et du soleil de haute altitude. Mais ce qui est le plus frappant, c'est son visage. Son visage ne semble pas fait pour le charme. Il y a quelque chose de déconcertant dans sa forme, comme si son expression s'était figée dans un mélange de suspicion et de vide. Ses yeux en amande sont encastrés dans un visage plat, presque géométrique. Son museau est large et ses pommettes saillantes. Il n'y a ni douceur ni malice, juste un regard oblique, constant, impénétrable. Cette étrange apparence n'est pas un caprice de l'évolution, elle est logique. Dans un environnement dépourvu d'arbres, où il est impossible d'observer à travers les buissons ou de tendre des embuscades d'en haut, le renard tibétain doit tout voir d'en bas. Son visage large lui confère un champ de vision plus large. Ses yeux enfoncés et orientés vers les côtés lui permettent de détecter les mouvements sans avoir à tourner la tête. Et la forme aplatie du museau favorise un odorat frontal plus direct, idéal pour détecter des traces fraîches sur terrain sec. Il s'agit en substance d'un visage adapté au harcèlement. Il ne chasse pas avec la ruse enjouée d'un renard roux, ni avec la rapidité d'un renard du désert. Ici, pas de place pour la course ni pour les jeux. Tout est une question de calcul. La proie la plus courante est le pika, un petit mammifère aux oreilles arrondies qui se déplace parmi les rochers, ramassant de l'herbe sèche et se cachant dans des terriers souterrains. La chasse exige plus que des réflexes. Elle requiert de la méthode. Le renard tibétain commence par identifier la zone active, une trace minime d'urine ou des brins d'herbe fraîchement mâchés. Puis il se couche. Parfois, c'est pendant quelques minutes, parfois pendant des heures. Il observe et attend. Le paysage ne le trahit jamais. Sa fourrure, mélange de jaune brûlé, de gris et d'ocre, se marie au ton de l'herbe sèche et de la terre. De loin, il est complètement impossible de le distinguer d'un vieux rocher. Soudain, le pika surgit. Regardez, il sort de quelques centimètres. Et puis, il réapparaît. Mais le renard ne s'impatiente pas. Ses oreilles triangulaires et immobiles vibrent à peine au son. Chaque petit mouvement est une information. Il sait avec une précision effrayante si le pika est près de la surface ou encore dans le tunnel. Quand le moment arrive, il n'y a aucun avertissement. Le renard se lance brusquement et délivre une morsure précise et brève, piégeant le renard par le cou sans générer plus de tension que nécessaire. Après la chasse, le renard poursuit sa routine sans pause ni rituel. Il se retire souvent avec sa proie dans son museau, la porte dans une crevasse entre des pierres et se nourrit tranquillement. Si la saison le permet, ils peuvent stocker une partie de leur nourriture dans des terriers cachés pour les jours plus difficiles. L'intelligence n'est pas seulement une question de réflexe. Il s'agit de savoir quand économiser et quand dépenser. Les proies qu'ils capturent habituellement sont petites, comme le pika, qui fournit entre 100 et 150 calories, tandis qu'un renard tibétain peut en nécessiter environ 600 par jour en hiver. Cependant, cette petite quantité peut faire la différence entre chasser à nouveau avec énergie ou échouer à cause de la faim. C'est pourquoi chaque geste compte. Aux hauteurs escarpées de l'Himalaya, aucun effort n'est vain, aucune improvisation n'est permise. Les erreurs sont irremplaçables. Bien que leur régime alimentaire comprenne également des petits rongeurs, des insectes et parfois des charognes, le pika est leur proie préférée. Leur répartition coïncide avec celle du renard, et leur abondance détermine le rythme de reproduction. Si les pikas sont rares, il n'y aura pas de progéniture cette année-là. C'est le juste équilibre. Mais le renard tibétain ne compte pas uniquement sur son odorat et sa patience. Ses oreilles sont un véritable instrument chirurgical. Il peut détecter le léger bruissement d'un pika se déplaçant sous terre ou le plus léger bruissement d'herbe piétinée. Ce raffinement sensoriel n'est pas partagé par tous ses congénères. Alors que d'autres renards utilisent la vue comme principal guide, celui-ci entend et sent avant de voir. Il n'a pas besoin de courir car le paysage ne le lui permet pas. Il n'y a ni tunnel à suivre, ni buisson à éviter. Tout repose donc sur un premier saut bien ciblé. En cas d'échec, la proie s'enfuit et ce prédateur rusé ne persiste pas. Il retourne simplement à son point d'observation. Il y a toujours une opportunité de traquer d'autres terriers, car il sait très bien que les rongeurs abondent à cet endroit. C'est ainsi que se déroule le voyage du renard tibétain. Loin d'être une série de tentatives infructueuses, c'est un processus répété de perfection contenue.
Ce n'est pas un chasseur spectaculaire, il n'en a pas besoin. Son truc, c'est l'efficacité, la permanence et la subtilité. Quand le soleil se couche et que le vent souffle à nouveau sur les plaines, le renard recule. Il ne laisse aucune trace visible, il ne marque pas son passage. La proie a disparu. La scène n'existe plus. Seule demeure la certitude que, dans cette terre ouverte et rude, il existe un chasseur invisible, mais toujours présent. Un corps qui ne rugit ni ne court. Une silhouette discrète mais dont le visage est inoubliable, marqué par la patience et la précision qui définissent son existence. Au-delà des plaines où rôde le renard tibétain, la neige ne suffit plus à expliquer ce qui se passe ici. Ce n'est pas seulement le froid, il y a autre chose qui transforme ceux qui osent habiter cette région. L'Himalaya n'est pas seulement une chaîne de montagnes, c'est une machine qui sculpte des formes vivantes. À ces hauteurs, les animaux ne survivent pas seulement, ils se transforment. Des plateaux tibétains aux corniches glacées du Karakoram, les corps se conforment à une loi non écrite. Dans cette région, les muscles, les os et les organes ont été façonnés par des forces qui, ailleurs, touchent à peine la peau, mais qui ici sculptent chaque ligne de vie avec une précision chirurgicale. C'est pourquoi les visages sont différents, car l'évolution ici ne se contente pas de s'adapter, elle réécrit. Les visages himalayens ne ressemblent à aucun autre. Leurs yeux sont rétrécis, leur nez bombé et leurs joues allongées ou aplaties, selon l'espèce. Rien ne répond à une esthétique, tout répond à un besoin. À plus de 4000 mètres d'altitude, l'atmosphère n'offre que 60% de l'oxygène disponible au niveau de la mer. Et à mesure que l'altitude augmente, cette proportion diminue encore davantage. Pour tout organisme, ce manque représente une limite. Pour les espèces qui habitent ces hauteurs depuis des milliers, voire des millions de générations, c'est une invitation à la transformation. Un nez plus grand n'est pas un caprice de l'évolution, ce sont des chambres de compensation. Des structures internes chargées de plis qui réchauffent l'air froid avant qu'il n'atteigne les poumons. Les sinus élargis permettent de retenir toutes les molécules d'oxygène possibles. Chez certains mammifères, même les os du visage sont restructurés pour permettre un plus grand espace interne sans augmenter le volume externe du crâne. Les yeux se rétrécissent. À ces hauteurs, la lumière se reflète violemment. La neige agit comme un miroir perpétuel et la rétine doit être protégée. C'est pourquoi les yeux du renard tibétain ne sont pas doux ou arrondis, mais plutôt obliques et anguleux, comme des fentes défensives. C'est pourquoi le léopard des neiges a un regard qui semble se cacher derrière un masque d'ombre. Le sang aussi évolue. La concentration de globules rouges chez ces espèces est l'une des plus élevées du règne animal. Mais il ne suffit pas d'en avoir davantage. Il faut les améliorer. L'hémoglobine devient plus fine, plus efficace pour capter l'oxygène, plus résistante au stress et moins dépendante de la fréquence cardiaque. Le cœur, quant à lui, augmente de volume, non pas pour générer de la vitesse, mais pour maintenir la pression sanguine dans des conditions qui écraseraient d'autres espèces. Même leur métabolisme est différent. Il n'y a pas de graisse visible, mais des réserves cachées sous leur fourrure. Les couches internes de graisse brune, qui chez d'autres animaux ne sont activées que dans des situations extrêmes, restent actives ici une grande partie de l'année. Et cela change non seulement le poids, mais aussi le comportement. Les mouvements deviennent plus calculés, plus lents, mais tout aussi mortels. Il n'y a pas de place pour le gaspillage d'énergie. C'est pourquoi l'anatomie devient une carte de décision. Le renard tibétain n'a pas besoin de courir comme ses cousins du Nord. Il doit traquer sans être vu, se fondant dans un terrain nu et sans abri. Son visage, large, plat, aux oreilles dressées et aux yeux bridés, n'a rien d'étrange. Il est parfait. Chaque ligne de son visage répond au besoin de voir plus sans bouger, d'entendre plus sans alerter, de sentir plus sans s'exposer. Le léopard des neiges n'a pas besoin de rugir, il a besoin d'endurer. Sa queue, longue comme un fouet de fumée, lui sert à équilibrer chaque bond, mais aussi à couvrir son visage lorsqu'il dort dans la neige. Et ils ne sont pas les seuls. Le bouquetin de l'Himalaya possède une cage thoracique plus profonde que celle de toute autre chèvre. Son corps est conçu pour bondir sans respirer et pour s'enfuir en montée sans s'effondrer. Mais l'inévitable question se pose alors, pourquoi ici ? Pourquoi dans l'Himalaya et pas dans d'autres régions froides comme l'Arctique ou l'Antarctique ? Car sur ces terrains, le froid n'est pas le seul ennemi.
L'Himalaya combine altitude extrême, températures extrêmes, fluctuations thermiques quotidiennes pouvant atteindre 30 degrés, basse pression atmosphérique, relief vertical et disponibilité alimentaire irrégulière. Ensemble, tous ces éléments génèrent une pression évolutive constante, totale et impitoyable. Dans d'autres environnements, l'adaptation est spécifique, au froid, à la chaleur, à la sécheresse, mais ici, elle est complète. Et cela façonne les choses. L'ours polaire, bien qu'il vive à des températures plus basses, ressemble à ses parents car il vit au niveau de la mer, où la pression et l'oxygène sont les mêmes. Le jaguar américain et le léopard africain partagent davantage de traits car leur environnement, bien que différent, ne force pas à une transformation anatomique radicale. Mais dans l'Himalaya, les espèces ne se contentent pas de survivre, elles évoluent. Elles sont ce que l'environnement leur permet d'être, ou mieux encore, ce que l'environnement les force à être. Ce n'est pas que le renard tibétain ait choisi une forme. C'est que les plaines sèches et froides l'ont façonné, génération après génération, jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à aucun de ses parents. Ce n'est pas que le léopard des neiges a décidé de devenir furtif et fantomatique. C'est que l'air, la roche et le froid l'ont poussé à prendre cette forme, sans autre choix que de s'adapter ou de disparaître. C'est pourquoi les visages changent et les os se réorganisent. Car dans cette région où tout est en montée, le destin est la voie, et le destin est impitoyable. Mais toutes les créatures nées dans les hauteurs n'ont pas été dotées de l'élégance du léopard des neiges ou de la ruse du renard tibétain. Certains étaient tout simplement condamnés à persister, pour occuper un coin mineur de l'histoire, exister en dehors de la splendeur. Dans ces terres qui récompensent l'adaptation extrême par des formes majestueuses, il existe aussi des corps qui semblent étrangers, maladroits, incomplets. Il semble que l'évolution se soit lassée à mi-chemin, qu'elle ait perdu tout intérêt. Le voilà, seul, avec une expression qui semble erronée, le chat de Pallas. Parler de ce félin, c'est parler d'une anomalie. Son visage disproportionné semble ne pas lui appartenir. Les oreilles tombent sur les côtés, comme pour se cacher du monde. Les yeux sont immenses, fixes, emplis d'une étrangeté troublante. La mâchoire semble tendue, figée dans une grimace immuable. Il n'y a aucune douceur dans cette expression, ni aucune férocité, juste quelque chose qui rappelle l'ennui. Et ce n'est pas seulement une question d'apparence. Son crâne, mesuré et étudié, présente une architecture inhabituelle chez les félins. Il est plus large que long, avec des arcades zygomatiques aplaties et un volume cérébral réduit par rapport à d'autres espèces similaires. Ses pattes, si courtes que son ventre touche le sol lorsqu'il marche, l'empêchent de sauter ou de courir efficacement. En d'autres termes, le chat de Pallas semble conçu pour ne pas se démarquer du tout. Dans tout autre écosystème, un tel animal serait une proie facile. Et pourtant, il est là. Il ne domine pas, il n'éblouit pas, mais il survit. Il habite les steppes gelées et les zones rocheuses de Mongolie et de certaines parties de l'Himalaya. Il se cache parmi les rochers, sous les buissons secs, dans les crevasses profondes où le soleil pénètre à peine. Sa journée commence lorsque les rayons éclairent déjà les sommets, mais il préfère les heures maussades. Il ne cherche pas à être vu ou confronté, et encore moins par sa proie. Il ne chasse pas les gros animaux. Il ne peut pas. Ses jambes ne sont pas en sa faveur, son corps compact non plus. Il n'est ni un chasseur rapide, ni un poursuivant infatigable. Mais malgré tous ses défauts anatomiques, sa fourrure est un travail de précision climatique. Il possède le pelage le plus dense de tous les félins de la planète. Son épaisseur peut dépasser 7 cm en hiver, avec jusqu'à 9000 poils par centimètre carré dans certaines zones du corps. Cet abri en fait une créature silencieuse, isolée du vent, invisible sur le fond rocheux. Cependant, ce privilège a un prix. La chaleur qu'il retient ne se dissipe pas facilement. En été, ils doivent se réfugier à l'ombre ou dans des cavités souterraines, comme si leur propre corps était l'ennemi des intempéries. Il y a pourtant des jours où l'instinct le pousse à essayer. Accroupi parmi les pierres, à moitié hors de l'ombre, son corps tendu et ses oreilles immobiles restent dans un silence absolu. À quelques mètres de là, un rongeur sort de son abri. Le regard du chat de Pallas se rétrécit. Il n'y a aucun bruit, pas un mouvement. Le félin calcule. Il l'a fait des centaines de fois. Il rampe avec une maladresse furtive. Une pierre se détache sous sa patte. Un clic à peine audible. Mais ça suffit.
Sa proie se retourne, se fige un instant et, en moins d'une seconde, disparaît dans les fissures. Le chat de Pallas ne le poursuit pas. Il n'en a aucun moyen. Une course inutile lui coûterait une énergie qu'il ne peut pas récupérer. Il reste immobile, la tête légèrement baissée, comme si ce qui l'accablait n'était pas l'échec, mais la honte. Son expression ne change pas, mais le message est clair. Ce soir-là, il ne mangera probablement pas. Peut-être pas demain non plus. Et à ces altitudes, une mauvaise journée peut faire la différence entre survivre à l'hiver ou ne pas y arriver du tout. Mais le soleil n'est pas encore couché, et les picas sont nombreux. Il essaie encore une fois. Cette fois, le terrain lui est favorable. Le vent tourne, la proie semble confiante. Le saut est court, brutal, maladroit, mais efficace. Le pica ne crie pas, il disparaît. Un seul pica ne suffit cependant pas. Un adulte a besoin d'au moins 5 picas par jour pour maintenir son métabolisme par temps froid. La chasse est constante, les proies sont minimes. L'attrition est énorme. Dans un écosystème où d'autres chasseurs traquent des proies pesant des dizaines de kilos, il se contente d'une bouchée de quelques calories seulement. Son monde est fait de détails, de marges. Sa vie, une lutte constante entre instinct et limite. Et c'est peut-être là que réside sa tragédie silencieuse. Car si le chat de Pallas rêve d'être un grand félin, s'il aspire à une existence qui ne dépende pas de la chasse aux rats, il devra conquérir un destin que son corps ne peut plus suivre. La montagne l'a façonné, certes, mais pas pour s'imposer. Il l'a laissé à peine apte à éviter de disparaître. Dans un environnement qui exalte l'adaptabilité, il est à peine toléré. Et pourtant, il persiste. Quand la nuit tombe, il ne rugit pas. Il ne hurle pas. Il se cache simplement une fois de plus avec son regard sévère et son corps enveloppé dans le manteau le plus épais de la planète. Il sait qu'il ne maîtrise pas ses hauteurs, mais tant qu'il continue à respirer dedans, il refuse de tomber. Dans d'autres régions de ces montagnes, la fragilité n'a pas sa place. Il existe des créatures qui ne vivent pas dans l'ombre et ne se déplacent pas furtivement. Ils n'attendent pas le bon moment, ils le créent. Leur présence est imposante, non pas par leur bruit, mais par leur poids, par ce qu'ils représentent. Il y a des corps qui ne sont pas nés pour être secrets. Ils s'imposent par leur masse, leur force, une présence impossible à ignorer. Ce n'est ni un taureau, ni une chèvre, ni un cerf. Et pourtant, il a quelque chose de tout cela. De loin, sa silhouette est déconcertante. Un corps immense, recouvert d'un manteau doré, qui brille même sous le brouillard dense de la forêt. Il marche avec la tranquillité de ceux qui n'ont pas peur. Son regard est profond, fixe et troublant. Il ne cherche pas à provoquer, mais il le fait. Car il y a quelque chose de troublant chez lui, comme une créature perdue dans le temps, une relique vivante d'un monde plus ancien et plus sauvage. Le takin doré habite les pentes brumeuses de l'Himalaya oriental. Il évolue entre forêts nuageuses, gorges brumeuses et pentes abruptes couvertes de mousse glissante. Il vit là où la boue ne sèche jamais et où l'air est saturé d'humidité. Et malgré ses plus de 300 kilos, il gravit avec assurance des sentiers que même les léopards n'osent pas emprunter. Leur journée commence par la recherche de nourriture. Ils marchent en petits groupes, guidés par des femelles expérimentées. Le troupeau se déplace lentement, sans hâte, s'arrêtant près des buissons, des écorces et des fougères. Son régime n'est pas sélectif, mais il est constant. Il a besoin de manger toute la journée pour maintenir ce corps géant. La clé de sa survie réside dans son système digestif, capable de traiter les fibres dures que les autres herbivores rejettent. Cette efficacité interne n'est cependant pas le seul élément qui le distingue des autres. Mais il existe une autre caractéristique qui fait du takin doré une énigme biologique. Son nez disproportionné, long, pendant et monumental. Il ne s'agit pas d'une difformité ni d'un excès esthétique de l'évolution. C'est une structure parfaitement conçue pour réchauffer l'air glacial avant qu'il n'atteigne les poumons. À l'intérieur de cette large cavité nasale, l'air tourbillonne, se réchauffe et réchauffe la poitrine. À des altitudes où la respiration peut être douloureuse, cette adaptation fait la différence entre la vie et l'effondrement. Son pelage répond également aux rigueurs de ces montagnes. Son pelage, d'une teinte dorée crémeuse au reflet ocre, n'est pas un hasard. Chaque fibre est enduite d'une sécrétion huileuse qui la rend imperméable. Même sous les pluies les plus fortes, l'eau glisse sans tremper la peau.
C'est une couche protectrice qui protège et défend, telle une cape cérémonielle tissée par des siècles de sélection naturelle. Chaque partie de votre corps répond à un équilibre entre force et stabilité. Votre corps n'est pas fait pour la vitesse ou le vol, il est fait pour rester debout. Il ne charge pas avec une férocité gratuite. Sa défense est différente, sa masse, sa posture, son aplomb. Il se tient fermement, le torse bombé, le regard fixe, il n'en faut pas plus. Ce regard suffit. Rares sont ceux qui osent l'affronter. Et bien que le léopard des neiges ait tenté à plusieurs reprises d'abattre un de ses petits, il y parvient rarement. Prendre un adulte est un défi trop coûteux. Durant les mois les plus chauds, ils forment des troupeaux pouvant compter jusqu'à 40 individus. Cette union n'est pas fortuite. En groupe, les takins dorés profitent de leur nombre. Plus Dieu alerte le danger, plus de corps se frayent un chemin à travers les sous-bois denses et plus d'empreintes marquent les chemins sûrs en montagne. La chaleur est également mieux conservée lorsque les corps sont regroupés au repos et les jeunes apprennent en observant les adultes. Vivre seul, pour une créature de cette taille, est un pari risqué. À haute altitude, la coopération est essentielle à la survie. Mais l'harmonie ne dure pas toute l'année. Quand les nuages s'épaississent et que le froid s'installe, quelque chose se brise. Le troupeau se disperse. La descente commence. Ils recherchent des zones moins exposées où la nourriture est rare mais toujours accessible. Il ne s'agit plus de résister aux intempéries, mais de trouver l'énergie nécessaire pour y faire face. Ils ne migrent pas loin, mais changent d'altitude au rythme imposé par les montagnes. Ils s'élèvent lorsque la nourriture est disponible et descendent lorsque la glace scelle la végétation. Ce rythme guide non seulement leur déplacement, mais marque aussi des moments clés de leur vie. Les petits naissent à la fin du printemps, lorsque la végétation commence à se renouveler et que les pluies ont cessé. Un seul par portée. Dès le premier jour, ils restent près de leur mère, protégés par le cercle restreint du groupe. Le mâle adulte ne participe pas à la reproduction. La majeure partie de l'année, il reste solitaire, parcourant de grandes distances. Ce n'est qu'à la saison des amours qu'il s'approche, rivalisant avec les autres mâles pour le droit de se reproduire. Les affrontements sont brefs, plus démonstratifs que violents. Deux corps immenses s'affrontent dans une pluie de poussière et de vapeur, une cérémonie de force et de respect. Ils ne cherchent pas à se faire du mal, mais plutôt à établir des hiérarchies sans mettre en danger leur intégrité physique, ce qui est vital pour la survie et la reproduction. Tout se décide en quelques secondes. Celui qui cède s'écarte sans ressentiment, et ainsi l'équilibre du groupe est maintenu. Cet équilibre, vital à la survie, se reflète également dans son corps. L'anatomie du takin est conçue pour la résilience. Ses pattes courtes mais musclées et ses sabots larges et rugueux lui permettent de s'agripper au sol instable. Sa colonne vertébrale robuste et compacte supporte son poids sans difficulté, même sur les pentes raides. Ses cornes courtes et recourbées vers le haut ne sont pas conçues pour tuer, mais pour avertir. Il n'a pas de prédateur direct capable de le traquer régulièrement. Même les humains ne le poursuivent pas avec persistance. Il est difficile à trouver et encore plus difficile à tuer. Mais leur véritable ennemi n'est pas un prédateur, c'est l'isolement. La fragmentation de son habitat, la pression humaine et la lente disparition des corridors écologiques qui le reliaient aux autres troupeaux. Il survit, certes, mais de plus en plus seul. Il y a autre chose à dire sur le takin doré, quelque chose qui n'est pas mentionné dans les livres. C'est un animal qui impose le silence. On le voit, debout dans la boue, sa fourrure luisante d'une lumière inouïe, son énorme nez respirant le monde, et tout s'arrête. Il ne se déplace pas avec grâce, il ne chasse pas avec ruse, il ne chante pas et ne plane pas, mais il est là, et ça suffit. Dans ces montagnes, où tout semble avoir été ciselé par le vent et la pierre, le takin doré est un monument vivant de la persévérance. Il ne se distingue pas par sa vitesse ou son agilité, mais par quelque chose de plus profond, une loyauté radicale envers sa terre, son climat, sa forme. Il ne s'adapte pas au monde, il force le monde à l'accepter. Et quand l'épais brouillard du soir tombe et que les troupeaux se rassemblent près des falaises, la dernière chose que l'on voit est leur silhouette dorée traversant la boue, traînant avec elle une histoire que le temps n'a pas encore fini de raconter. Dans les hauteurs sauvages de l'Himalaya, où le vent brise les rochers et où l'oxygène est toujours rare, il existe une créature qui défie les lois de l'équilibre. Elle est robuste,
puissante et gravit des murs presque verticaux avec la confiance de quelqu'un né pour faire l'impossible. C'est le bouquetin de l'Himalaya. Et le voir progresser sur une corniche n'est pas seulement une image de ténacité, c'est la preuve que l'évolution sous pression peut créer davantage un miracle qu'une créature. Ses pattes, courtes mais disproportionnellement fortes, sont conçues pour supporter le poids d'un corps massif sur des crêtes qui offrent à peine de la place pour reposer un sabot. Chacun de ces sabots est fendu avec une surface rugueuse et adhérente qui s'insère parfaitement dans les fissures du sol. Le bouquetin ne marche pas, il creuse. Son centre de gravité est si bas, ses muscles si bien répartis qu'il peut tourner, grimper et s'arrêter net sur un plan incliné, comme si le vide qui l'entoure n'existait pas. Mais ce qui attire le plus l'attention au premier coup d'œil, ce sont ses cornes. Courbés vers l'arrière en une puissante parabole, ils impressionnent par leur longueur, qui peut dépasser 1 mètre, et par leur texture rugueuse, sculptée avec précision par la sélection naturelle. Ces anneaux épais et irréguliers ne sont ni décoratifs ni décoratifs. Chacune d'elles marque une année de vie et de croissance, comme les cernes d'un arbre. Mais leur relief sert aussi à dissiper l'énergie des impacts. Lorsque 2 hommes entrent en collision dans une lutte de pouvoir, ces rugosités agissent comme une surface de friction et d'absorption. Ils empêchent la transmission directe de l'impact au crâne. Autrement dit, ils constituent une architecture protectrice. Et pourtant, le bouquetin ne se résume pas à sa force. Son regard possède une particularité. Ses pupilles ne sont ni rondes ni verticales comme celles des grands félins. Elles sont horizontales, allongée comme une fente. Et cette forme a une raison fonctionnelle d'une précision étonnante. Elle permet de maintenir un horizon visuel stable, même lorsque votre corps est appuyé sur un terrain escarpé. De cette façon, l'animal peut se déplacer sans perdre la trace de l'espace qui l'entoure, détectant toute menace ou voie de fuite sans tourner le cou. Cette conception oculaire est partagée par de nombreux ongulés de montagne, mais chez le bouquetin de l'Himalaya, elle atteint une perfection adaptative qui frise la perfection. Un autre trait distinctif est la longue barbiche qui pend de son menton. Ce n'est pas un simple ornement. Telle une crinière de lion, cette barbe peut indiquer la maturité, la dominance ou l'état hormonal d'un mâle. La testostérone stimule son développement et sa taille et sa densité peuvent influencer la reconnaissance sociale au sein du groupe. Ce n'est pas seulement une marque visuelle, c'est un signal chimique vivant. Peu d'espèces ont poussé le concept de comportement extrême aussi loin que le bouquetin de l'Himalaya. C'est comme une chèvre sous stéroïdes, un herbivore qui, en raison du terrain accidenté, a dû évoluer comme si sa vie dépendait à chaque instant d'un saut précis, d'une traction parfaite et d'un contrôle absolu de son environnement. Dans un autre habitat, ce ne serait qu'un animal parmi d'autres. Ici, c'est un chef-d'œuvre d'adaptation. Un matin glacial, alors que le soleil effleure à peine les crêtes de la vallée, un léopard des neiges traque depuis une haute corniche. Il marche silencieusement, ses pattes coussinées laissant à peine une trace. Regardez un groupe de bouquetins broutant parmi les rochers. Il choisit le plus jeune, le plus distrait. Il dévale la pente, accroupi, et juste au bon moment lance son attaque. Mais le groupe parvient à réagir à temps. Le mâle dominant charge sans hésitation, intervenant par une violente torsion. Il ne cherche pas le combat, mais plutôt un temps mort. D'un simple reniflement et d'un bond dévastateur, l'ascension commence. Ses pattes arrière se déploient en séquence et, en quelques secondes, il escalade un mur vertical qui semble refuser d'être escaladé. Les muscles de leurs épaules se dilatent, leurs sabots agrippent des protubérances invisibles et chaque mouvement est précis, calibré. Le léopard ne le suit pas. Il le regarde disparaître dans les airs, sachant que ce terrain n'est pas le sien. Le bouquetin disparaît derrière un rocher, comme absorbé par la montagne elle-même. Et cet instant résume tout. Son corps n'est pas fait pour courir dans les plaines, ni pour combattre en rase campagne. Il est fait pour se fondre dans la terre, pour s'échapper là où personne d'autre ne peut le suivre. Contrairement à d'autres grands herbivores, le bouquetin ne dépend pas des plaines ni des migrations de masse. Il préfère s'adapter au rythme du terrain. Durant les mois les plus chauds, il descend vers les vallées où la végétation est plus abondante. En hiver, il monte vers les pentes où le soleil brille directement. Il évolue entre des altitudes extrêmes, dans un va-et-vient silencieux qui suit la glace et le soleil plus que le pur instinct. Socialement, les groupes sont composés de femelles, de jeunes et de quelques jeunes mâles.
Les adultes les plus puissants se séparent souvent ou forment de petits groupes de mâles. Le respect hiérarchique s'établit par des postures, des reniflements et des attaques contrôlées. La violence éclate rarement sans avertissement. Au quotidien, le bouquetin se nourrit parmi la végétation clairsemée, lichens, herbes coriaces et pousses poussant dans les crevasses. Ses dents sont capables de broyer les matières végétales dures et son système digestif est optimisé pour extraire les nutriments même des aliments à faible teneur énergétique. Mais le plus fascinant chez ce spécimen n'est ni son régime alimentaire ni ses habitudes. C'est son silence. C'est sa façon d'habiter l'inhospitalier sans le défier. Il ne cherche pas à dominer la montagne, mais plutôt à s'y fondre. Il ne défie pas les éléments, il devient l'un d'eux. Dans un monde où de nombreux animaux ont évolué pour exceller, le bouquetin de l'Himalaya a choisi une voie différente, celle de l'équilibre parfait entre corps et environnement. Camouflage sans abdication, force sans bruit. Et ainsi, jour après jour, il continue d'écrire sa permanence dans la pierre, comme une créature qui appartient plus à l'Himalaya qu'à la terre. Dans ces terres anciennes, même le loup est différent. Ni plus grand, ni plus rapide, ni plus musclé. C'est autre chose. Le loup de l'Himalaya ne rivalise pas avec ses cousins nord-américains, européens ou asiatiques. Il lui manque sa majesté, ni ses mâchoires colossales. Il possède quelque chose d'encore plus rare, un corps dépouillé de tout superflu. Il a tout changé par la résistance et l'adaptation. À des altitudes où l'oxygène est rare, le loup a façonné son corps pour fonctionner sans gaspiller d'énergie. Avec une silhouette plus légère, des pattes fines et un museau plus fin, il a réduit la masse qui pourrait miner sa force. Leur musculature est compacte et efficace, conçue pour conserver leur énergie dans un monde où respirer est déjà un véritable défi. Bien que leur fourrure ne soit pas aussi épaisse que celle d'un léopard, elle remplit sa fonction. Les protéger sans gaspiller plus d'énergie que nécessaire. Chaque détail de son anatomie est le produit d'une évolution qui ne laisse aucune place à l'excès. Leur regard est méfiant. Cet animal n'a ni docilité ni noblesse. C'est un habitant d'environnement hostile. Il a dû se replier sur lui-même en meute plus petite, non par tempérament mais par nécessité. La nourriture manque ici pour nourrir les grands groupes de chasseurs typiques des autres loups. Et pourtant, il chasse, il tue, il tient bon. Lorsqu'il bouge, il ne le fait pas avec la force dramatique de ses cousins canadiens ou alaskiens. Il n'y a pas d'épopée ici, que de la persévérance. Il y a de l'économie et du calcul dans ses mouvements. Chaque foulée permet d'économiser des calories, parce que chaque foulée compte. Leur territoire est vaste, mais fragmenté. Ils doivent naviguer entre des pentes gelées et des cols de montagne ouverts seulement quelques semaines par an. À une altitude extrême, où presque aucun autre grand mammifère n'ose s'installer, le loup tibétain a réussi à délimiter son territoire. Et il ne l'abandonnera pas. Un faon se montre sans surveillance. Ils traquent, ils encerclent. Ils attaquent la nuit ou à l'aube grise, quand le vent dissimule leurs pas. L'avantage réside dans l'inattendu. Contrairement à d'autres loups qui peuvent épuiser leurs proies au cours de longues courses, celui-ci a appris à attaquer rapidement, avec précision, sans perdre de temps. Vous ne pouvez pas risquer une blessure ou un échec prolongé. Les opportunités sont rares, et si vous échouez, vous avez faim. C'est dans cette faim que le loup himalayen se révèle, non pas comme un chef ou un guerrier, comme une bête façonnée par la rigueur, écrasée par l'environnement et toujours présente. Il y a en lui une violence sobre, une brutalité sans spectacle. Par une nuit sans lune, 3 silhouettes rampent dans la neige. Aucun hurlement, aucun signe, seulement des ombres. Tout en haut de la colline, une chèvre sauvage dort avec ses petits blottis contre elle. Les loups avancent, un devant, 2 sur les côtés. Il n'y a pas de place pour l'erreur. En cas d'échec, le lendemain sera un jour de vide. Et tout le monde ne survit pas à la fin. Mais cette fois, la stratégie fonctionne. L'attaque est nette. Les chiots ont à peine le temps de réagir, et quand tout est fini, plus de jubilation. Juste de la viande en abondance et un léger frémissement de vie s'échappant des mâchoires. La nuit, pour une fois, leur appartient. Contrairement au léopard ou à l'aigle royal, ce prédateur n'est pas fait pour surprendre, il est fait pour durer. Et c'est peut-être là son plus grand exploit. Car dans les hauteurs, seuls ceux qui ne gaspillent rien parviennent à rester debout. Et c'est à ces mêmes altitudes, où même les nuages se font rares, où la lumière semble s'aiguiser entre les rochers et le vent coupé comme du verre,
que quelque chose éclate avec une fragilité qui déstabilise. Un éclair noir et blanc glisse délicatement au-dessus de l'abîme, traversant les vents imprévisibles de l'Himalaya. Ce n'est ni un oiseau, ni un flocon de neige à la dérive. C'est un papillon, Parnassus epaphus, une espèce de haute altitude adaptée pour survivre dans des conditions extrêmes de froid et de vent. Il vit là où presque rien ne vole. Son habitat s'étend au-delà de 3500 mètres d'altitude, dans des régions où les étés sont si courts qu'ils durent à peine une génération. Mais elle persiste. Forgée par un environnement brutal, elle est devenue une créature unique en son genre. Son corps est compact, recouvert d'écailles, qui présentent des motifs uniques de taches blanc-crème, noires et rouges, et fonctionnent également comme isolant thermique. Ses ailes, qui peuvent paraître fragiles à l'œil non averti, sont renforcées par une texture plus épaisse que celle des autres papillons, une adaptation spécifique pour résister à l'assaut des rafales de froid qui pourraient l'arracher des airs s'il avait la conception d'une espèce commune. Mais sa forme ne se résume pas à l'endurance. C'est aussi une question d'élégance sous pression. Son vol est bas, précis, jamais erratique. Il ne plane pas par plaisir, mais par nécessité. À ces altitudes, chaque battement d'aile compte. Chaque vol de fleur en fleur est un engagement énergétique. Ce papillon ne gaspille pas, ni n'improvise même dans son anatomie. La couleur de leurs ailes n'est pas seulement décorative. Dans l'Himalaya, où le rayonnement solaire est intense, les zones claires reflètent une partie de cette énergie, tandis que les zones sombres, surtout sur les bords, absorbent la chaleur pendant les brefs instants où le soleil parvient à percer la brume. Cette combinaison transforme ses ailes en un régulateur thermique primitif, lui permettant de rester actif alors que de nombreuses autres créatures auraient succombé au froid. Son cycle biologique, conditionné par la brutalité des saisons, est tout aussi étonnant. La femelle pond ses œufs sur des plantes spécifiques du genre Corydalis, qui ne poussent que dans des niches d'altitude et d'orientation spécifiques. Les larves éclosent avec un métabolisme adapté au froid, grandissant lentement, comme si leur biologie comprenait que tout dans l'Himalaya doit se déplacer avec une patience extrême. Ils peuvent entrer dans un état de léthargie si les conditions s'aggravent, retardant leur développement afin de survivre. Et une fois qu'elles deviennent des pupes, certaines passent même tout l'hiver dans cet état, gelées sous terre, en attendant le dégel. Ce n'est qu'alors, lorsque la glace se retire et que les vallées s'ouvrent brièvement au soleil, que l'adulte émerge. Un papillon qui se développe à l'ombre depuis des mois et qui ne peut voler que depuis quelques jours. Et c'est là, durant ces quelques jours, que le papillon danse parmi les pierres et les abîmes. Il vole bas, presque toujours près du sol, comme s'il lisait les courants invisibles entre les rochers. Parfois, il atterrit sur un rocher chaud pour absorber la chaleur. D'autres fois, il semble flotter sans but, mais c'est trompeur. Chaque mouvement répond à une stratégie précise, éviter toute dépense d'énergie inutile, chercher l'endroit précis où le vent ne l'emportera pas. Même leurs grands yeux composés, adaptés à une vision nette sous un soleil intense, sont calibrés pour ces journées courtes et lumineuses à une altitude extrême. Alors qu'elle vole au-dessus de l'herbe sèche, un mouvement inattendu la force à effectuer un virage serré. Une silhouette maladroite et plus petite a essayé de l'attraper. C'est une marmotte. Son saut est si bref et infructueux que le papillon bronche à peine. Elle disparaît parmi les pierres, indemne, indifférente. La marmotte la regarde partir avec un mélange d'agacement et de résignation. Ce n'était pas une attaque grave, il n'était pas sa proie, mais elle ne pouvait pas non plus ignorer cette possibilité. Et contrairement aux grands chasseurs de la chaîne de montagne, la marmotte de l'Himalaya ne vit pas pour conquérir ou impressionner. Son existence ne se définit pas par des exploits individuels, elle est tissée de stratégies collectives. Elle ne court pas comme le renard tibétain, ni ne s'impose comme le takin, mais survivre, et c'est tout ce qui compte ici-haut. Les marmottes vivent au bord de la mort, dans des colonies organisées avec une précision chirurgicale, enfouies sous des sols qu'elles connaissent comme des cartes vivantes. Entre 2500 et 5000 mètres d'altitude, ils se dispersent le long des pentes sèches, parmi les rochers érodés et les prairies qui durent à peine quelques mois. L'été est court et lorsque le froid s'installe, les marmottes ont déjà disparu. Elles ne migrent pas, elles ne peuvent pas rester éveillées. Elles s'enfouissent, littéralement. Sous terre,
Dans des systèmes de tunnels complexes qui peuvent dépasser 10 mètres de long et plus de 2 mètres de profondeur, ils se blottissent dans des chambres communes, pressés les uns contre les autres, partageant la chaleur, réduisant leur battement de cœur à une poignée par minute, arrêtant leur métabolisme au minimum nécessaire pour échapper à la mort. La température corporelle baisse et la consommation d'oxygène s'ajuste. L'hibernation n'est pas seulement une pause pour ces créatures, c'est un exploit physiologique orchestré par un système génétique peaufiné sur des milliers de générations. Des gènes qui régulent l'apoptose, la régénération cellulaire et l'efficacité énergétique. Tout cela chez un animal qui ne pèse que quelques kilos. Et quand la léthargie prend fin, rien n'est garanti. Mais la lumière est là, la glace cède, le soleil revient. Et avec lui, la possibilité de tout recommencer. Durant les mois les plus chauds, leur vie est une course contre la montre vers le gros. Chaque sortie est un risque calculé. Les aigles les observent d'en haut. Les renards du Tibet les observent depuis les crevasses. Parfois, même un léopard des neiges rôde dans les mêmes vallées. Contrairement à d'autres petits rongeurs maladroits ou solitaires qui deviennent facilement la proie d'un prédateur, la marmotte est insaisissable, méticuleuse et efficace. Ses yeux détectent les mouvements à distance. Ses oreilles perçoivent le moindre bruissement dans l'herbe et surtout, elle compte sur la force de sa meute. Dans chaque colonie, il y a des sentinelles vigilantes. Quand l'une d'elles siffle, tout le monde se fige. Si le danger persiste, un deuxième coup de sifflet retentit, plus aigu et plus rapide. Et puis ils courent tous, pas au hasard. Ils courent vers leur terrier, sachant exactement dans quel coin du terrain ils doivent disparaître. Mais ils ne sont pas définis par la peur. Ils sont guidés par la mémoire, soutenus par la stratégie et sauvés par l'efficacité. Une marmotte doit prendre suffisamment de poids pour survivre plus de 6 mois sans manger ni bouger. Cela nécessite entre 4 et 6 kilos de graisse stockée. Pour y parvenir, vous devez consommer des centaines de plantes sauvages à haute énergie et les sélectionner judicieusement. Toutes les herbes ne sont pas égales et il n'y a pas assez de temps pour faire des erreurs. Leur corps a été façonné pour cette course contre la montre. Leur fourrure est épaisse, presque imperméable au vent, et leur sous-poil retient la chaleur même lorsque les températures descendent en dessous de 20 degrés Celsius. Comme tous les rongeurs, leurs dents ne cessent de pousser, mais leurs mâchoires sont suffisamment fortes pour couper des racines dures, des tiges fibreuses et même de l'écorce fine lorsque les ressources sont rares. Ils sont sociaux, mais pas chaotiques. Chaque colonie possède un ordre implicite. Il n'y a pas de hiérarchie comme dans une meute de loups, mais il y a des rôles. Certains montent la garde, d'autres creusent. Les mères prennent soin de leurs petits dans des terriers secondaires. Les mâles deviennent généralement plus solitaires en dehors de la saison des amours, et certains s'isolent. Mais tout le monde comprend que le groupe est la garantie. Sans lui, personne ne survit. Et pourtant, même si elle coopère, a perfectionné son architecture sociale et fait preuve d'une intelligence silencieuse, la marmotte de l'Himalaya reste pour beaucoup une simple proie. Une marmotte qui siffle avant de mourir. Une marmotte qui court, qui tremble, qui se cache. Une marmotte qui n'existe que pour être mangée par les autres. Mais ce jugement est injuste. Car survivre dans l'Himalaya n'est pas le rôle d'une victime. C'est la confirmation que l'intelligence peut aussi prendre des formes inattendues, que tous les animaux admirables n'ont pas de croc, que le cœur d'une proie peut aussi battre avec la même force que celui d'un chasseur. Et puis, alors que le soleil se couche derrière les montagnes, la marmotte qui n'a pas attrapé le papillon retourne dans son terrier. Elle a suffisamment mangé, ses réserves sont presque pleines. L'hiver approche et elle s'y est préparée. Dans l'Himalaya, c'est la plus vraie victoire de toutes. Dans les hauteurs les plus impitoyables de l'Himalaya, où la vie se contracte en muscles précis et la mort devient méthode, une ombre ailée règne, coupant le ciel comme une lame. Il n'y a ni erreur ni pitié, seulement vitesse, calcul et force mortelle qui descend rapidement du ciel. Le faucon pèlerin n'a pas besoin d'annoncer sa présence. Son vol n'est pas un spectacle, mais un acte de guerre. Et son corps tout entier a été sculpté par l'évolution pour exécuter avec une perfection brutale une seule idée, tuer. De son crâne profilé et de sa musculature compacte à la conception incurvée de ses ailes, tout en lui est optimisé pour réaliser un exploit qu'aucun autre animal ne peut reproduire, percer l'air dans un piqué pouvant dépasser les 300 km/h.
Mais le plus frappant n'est pas sa forme, mais son apparence. Les pupilles entièrement noires du faucon pèlerin ne sont pas une simple coïncidence esthétique. Ce sont des entonnoirs d'ombre, conçus pour absorber la lumière sans perdre leur netteté en plein piqué. À ces vitesses, le moindre éclair peut être fatal. Ses yeux abyssaux lui permettent de lire le monde sans interruption, avec une précision optique qui frise l'impossible. À 1500 mètres de distance, il peut détecter une proie de la taille d'un moineau, calculer sa trajectoire avec un cerveau adapté au traitement de la géométrie en mouvement et exécuter sa descente avec une précision implacable. Son rituel de chasse commence dans les airs. Il plane haut, insensible au bruit de la vallée, attentif au moindre battement d'ailes parmi les buissons ou les rochers bas. Il aperçoit un petit oiseau se déplaçant à travers les buissons dispersés. De cette hauteur, aucun bruit ni avertissement n'est audible. Le faucon recule et tombe. Sa descente est une ligne de violence pure et contenue. Au lieu d'impacter par le haut, elle contourne sa cible et frappe par en dessous et par derrière, libérant toute son énergie cinétique dans une collision unique qui fracture et brise. Le coup ne tue pas, il immobilise. Et puis l'impardonnable commence. Il ne dévore pas sa proie instantanément. Cet après-midi, sur un rocher glacé, il la tient d'une griffe et lui écrase la tête contre le sol avec l'autre. L'oiseau, conscient et respirant, tremble sous la pression. Il arrache d'un mouvement brusque une aile, puis l'autre. Elle le cueille lentement, non par cruauté, mais par stratégie. Elle veut qu'il reste en vie. Ses petits sont sur le point d'arriver et la viande fraîche pèse plus lourd que n'importe quelle charogne chaude. Le corps minuscule, désormais inaccessible, n'est plus qu'un fragment de ce qu'il était autrefois. Plus de chant, plus de fuite. Seul un doux silence, interrompu par la respiration laborieuse de sa victime. Elle le laissera mourir encore quelques heures, si nécessaire. Ainsi, lorsque le soleil se couchera derrière les sommets enneigés, elle reviendra au nid avec non seulement de la nourriture, mais aussi une leçon. Ici, on survit en étant plus impitoyable que son environnement. Il n'existe aucune autre créature dans l'Himalaya qui combine aussi brutalement beauté, aérodynamisme et cruauté. Le faucon pèlerin n'est pas un oiseau, c'est une balle vivante dotée d'un cerveau. Une ombre qui n'apparaît que trop tard. Un tueur parfait, forgé au bord de l'abîme. Tandis qu'il domine les airs avec une vitesse mortelle, dans les hauteurs silencieuses et rocailleuses, un autre chasseur se déplace avec un calme dévastateur. Un léopard des neiges avance sans hâte ni bruit. Il ne court pas. Il ne rugit pas. Il grimpe, tout simplement. Derrière lui, le monde se dissout en précipices et en nuages déchirés par le vent. Devant, un signe à peine perceptible, une piste que personne d'autre ne voit. Lui, si. Il ne sait pas à qui il appartient. Il ne connaît ni son visage, ni son odeur. Mais il connaît le rythme de ses pas, la légère pression qu'il exerce sur la neige en marchant, le léger mouvement de ses griffes dans l'empreinte, comme s'il dansait en marchant. Ce sont des détails invisibles pour quiconque, mais ce mal les suit avec la certitude de celui qui ne cherche pas, mais qui reconnaît. La montagne l'accueille sans hésitation. Son épaisse fourrure, adaptée à ces altitudes, parvient à peine à arrêter le souffle glacial. Chaque pas est pour lui une bataille. Le froid ne se fait pas sentir, il l'emporte, le traversant sans permission. Ici, pas de répit. Ce ne sont pas ceux qui veulent survivre, mais ceux qui refusent de se rendre, et ce félin insiste. Au fur et à mesure que vous montez, les signes deviennent plus clairs. Des rayures sur un rocher, un léger parfum, emprisonné dans le givre. Le vent l'emporte, mais ne l'efface pas complètement. Chaque particule lui parle, et il écoute. Car quelque chose dans son corps lui dit qu'elle est proche, très proche. Mais il n'est pas le seul. Un autre mâle a senti la même chose. Plus gros, plus fort, plus jeune. Ses traces sont aussi sur la glace. C'est un rival. Non pas par choix, mais par nature, car ici, là-haut, un seul peut rester. Il n'y a pas de place pour le doute, même entre deux prétendants. La rencontre est inévitable. L'affrontement n'a ni honneur ni règle. Il n'y a pas de danse, pas d'avertissement. Juste une explosion soudaine de muscles, de griffes et de crocs. Corps contre corps, poids contre pierre. L'un se bat pour gagner, l'autre pour tenir. Ils se vautrent au bord du gouffre et la neige devient grise. Mais le plus jeune cède, non par lâcheté, mais par instinct. Il comprend que toute récompense ne justifie pas un partage.
Il émet un dernier grognement et disparaît dans l'ombre. Le léopard victorieux ne célèbre pas, car il n'y a pas encore de triomphe, seulement de la fatigue. Son deux blessés respirent difficilement, mais il continue, car la montagne n'a pas encore fini de tout exiger de lui. Arrivé au sommet, le paysage s'ouvre comme un secret. Tout est baigné d'une faible lumière bleu doré. Et là, entre les plis de la roche et le givre, la femelle attend. Elle ne se retourne pas, elle ne l'appelle pas. Mais elle a remarqué sa présence. Il le sait aussi. Le vent porte avec lui l'odeur d'une proie fraîche, du sang frais, le prix pour lequel elle aussi s'est battue. Mais il ne regarde pas la viande, il la regarde, et pour la première fois, il la voit. Pas de grognement, pas de marque de dominance, ils s'approchent, tout simplement. Leur corps ne se heurte pas, ils se frôlent. Sa queue est entrelacée avec la sienne, longue et lourde, comme un lien lâche. Ils se blottissent l'un contre l'autre. Dans ce geste simple, contenu, inaltérable, l'Himalaya leur accorde un moment de répit. Pour une nuit, ils ne sont plus des chasseurs ni des fantômes des glaces. Et tandis que la neige retombe, recouvrant peu à peu les traces qu'ils ont laissées, le couple de léopards se repose. Car parfois, même ici, là-haut, l'instinct ne cherche pas seulement à se nourrir, il cherche à perdurer. S'étendant sur les imposantes montagnes et vallées de l'Himalaya, cette vaste chaîne de montagnes, s'étendant sur plus de 2000 km 500 km et à des latitudes allant de 26 à 37 degrés nord, présente une mosaïque d'écosystèmes uniques. Des forêts tempérées denses aux toundras gelées qui bordent les glaciers, ce paysage impitoyable abrite une biodiversité qui défie toute logique et toute attente. À ces hauteurs, où l'air se raréfie et le froid pénètre les os, vivent des créatures telles que le léopard des neiges, qui avec ses yeux distinctifs et sa queue en forme de gouvernail défie l'adversité. Le renard tibétain avec son anatomie singulière, ses sens raffinés et sa ruse exquise. Le chat de palace, petit et robuste, qui lutte pour survivre dans un monde qui semble ne lui avoir fait aucune concession. L'imposant taquine doré, avec son nez puissant et sa fourrure dorée qui brille sous le faible soleil de haute altitude, et le bouquetin de l'Himalaya, une chèvre sous stéroïdes, dont les griffes et les cornes racontent des histoires de résilience et de pouvoir ancien. Chacune de ces créatures est un témoignage vivant de la capacité de la vie à se réinventer, à s'adapter à un environnement où seul l'essentiel perdure, où l'élégance et la force se réinventent sous la pression incessante du froid, de l'altitude et de la pénurie. L'Himalaya n'est pas qu'un simple lieu sur une carte. C'est un monument naturel de résilience, un sanctuaire où l'évolution a façonné des formes et des comportements uniques, sans équivalent sur la planète. À ces hauteurs, la vie non seulement survit, elle se transforme, se façonne et s'exprime dans sa forme la plus pure et la plus extrême. Et bien que ce voyage à travers ces montagnes et ses habitants se termine ici, l'Himalaya reste un mystère ouvert, un défi constant où la vie se fraye un chemin au milieu de la rudesse, trouvant des moyens inattendus de perdurer et de surprendre.